suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde et je vais vous présenter tout de suite mes invités. Au centre, Édouard Vieillefond, vous êtes le directeur général de CCR. Sur votre droite, Édouard. Pierre Weiss, vous êtes membre du COMEX en charge de l'assurance de biens et responsabilité chez Allianz France. Et tout à ma droite, Thierry Langrenet, vous êtes président des Ateliers du Futur et rapporteur d'une mission interministérielle sur l'assurabilité des risques naturels. Merci à tous les trois de participer à cette table ronde. Édouard, je vais commencer par vous. Le gouvernement a décidé fin décembre 2023 de rehausser le taux de surprime catastrophe naturelle. En quoi est-ce que ça change les perspectives du mécanisme ? Alors ça change beaucoup de choses. C'est une excellente nouvelle. D'abord parce que c'est une nouvelle qui, depuis le 28 décembre, a constitué en quelque sorte pour nous un beau cadeau de Noël. Alors à la fois parce qu'en tant que tel, cet arrêté, on l'attendait, on l'avait appelé de nos voeux depuis un certain temps, avec de plus en plus d'ailleurs de précisions, d'informations sur le quantum en 2023. Et puis finalement, on a eu la décision, on a eu l'arrêté du ministre, et en plus avec un quantum qui est suffisamment élevé pour pouvoir travailler. Alors pouvoir travailler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que CCR va pouvoir mettre son bilan au service du système de réassurance qui est vraiment au cœur du régime CatNat. Et ça, c'est fondamental puisque, comme chacun sait, les réserves du régime étaient particulièrement basses et ça va contribuer à les renforcer fortement dans les années qui viennent. Alors quand on avait fait le calcul il y a quelques mois, c'était le fameux 19% qu'on avait évoqué, au moins 19%, c'était pourquoi ? C'était pour justement atteindre en pas trop de temps, pas trop longtemps, la capacité à absorber des gros chocs. Puisqu'un réassureur, et en particulier un réassureur public, le rôle fondamental, c'est de pouvoir absorber, être un amortisseur de choc, c'est vraiment la raison d'être. Et donc on avait calculé à l'époque qu'avec 19%, on atteindrait en moins de 10 ans la capacité, absorber un choc de l'ordre qui arrive tous les 40 ans. Donc ça, c'est au cœur du régime, c'est au cœur du système, c'est le rôle de CCR, c'est pour continuer de pouvoir jouer notre rôle au cœur d'un régime qui permet à tout un chacun en France, les particuliers, les entreprises, d'être assurés et réassurés en l'occurrence, y compris pour des périls, pour des risques de catastrophes naturelles qui ne sont pas assurables, en tout cas par le marché seul, pas assurables par le marché seul. On parle des catastrophes naturelles classiques, réglementaires, ce sont les tremblements de terre, ce sont les inondations, c'est la fameuse sécheresse géotechnique. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, mais seulement à court terme, puisque aujourd'hui on a retrouvé un équilibre qui permet de financer CCR, de financer le régime, qui permet de faire plusieurs choses, c'est-à-dire de payer les sinistres, mais qui permet également de rémunérer les frais généraux, qui permet également de rémunérer tout le capital qui est bloqué par le système global pour affronter ces sinistres. Mais malheureusement, la moins bonne nouvelle, c'est que sur du moyen terme, on sait qu'avec le réchauffement climatique, et on sait qu'avec les sinistres climatiques qui l'accompagnent, et ce n'est pas du tout linéaire, c'est parfaitement exponentiel, on sait que cette surprime, ce niveau de surprime aujourd'hui, il est suffisant, il est même très bien pour le court terme, mais qu'en revanche, il faudra probablement ajouter 2, 3, 4 points de pourcentage dans les années qui viennent. Alors peut-être qu'à l'avenir, il faudra le faire de façon différente, parce qu'aujourd'hui on le fait tous les 20 à 25 ans. Peut-être faudra-t-il aller vers des rendez-vous plus réguliers qui permettent de prendre en compte et de lisser l'impact du réchauffement climatique. Mais en tout cas, c'est une surprime qui est parfaitement efficace à court terme. À moyen terme, malheureusement, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il faudra des rendez-vous. Très bien. Si on passe au-delà du financement du régime, quels autres enjeux vous identifiez pour accompagner de manière pérenne le mécanisme ? Sur ces sujets, moi j'ai tendance à diviser en 3 catégories. Le premier, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est le financement du régime. Tout régime d'assurance, de réassurance a besoin d'être financé par un niveau de prime. Donc ça, c'est la base. Parce qu'on a un régime qui est... Un régime d'assurance, en fait, ce n'est pas un régime de distribution, de redistribution, de répartition. C'est vraiment un système dans lequel le financement est une partie importante, notamment parce qu'il faut en face de la solidarité de ce régime qui permet d'assurer les Français, il faut la solidarité et en face, il faut la responsabilité. Mais au-delà du financement, qui est vraiment le point central, il y a 2 autres choses. D'abord, la prévention. Alors la prévention, c'est quoi ? C'est évidemment la prévention, la réduction des risques. Ça peut être des petits risques ou des risques individuels jusqu'à des risques beaucoup plus importants, notamment d'inondation. Mais là, c'est important parce que d'une part, on a toujours les risques du passé et on a toujours besoin d'avoir une prévention forte sur des périls classiques comme les inondations, on l'a vu dans le Nord Pas-de-Calais par exemple.
Et là, il va toujours y avoir besoin d'argent public, voire éventuellement de plus d'argent public, à travers les plans de prévention, à travers le fonds Barnier, parce que, on l'a vu dans le Nord, on a toujours besoin de construire des digues, des ouvrages hydrauliques, et encore une fois, on se retrouve à suivre l'exponentielle des sinistres climatiques qui eux-mêmes suivent le réchauffement du même nom. Donc ça c'est important, mais maintenant en plus, on a un autre sujet qui est qu'on a un parent pauvre de la prévention aujourd'hui sur les catastrophes naturelles en France, qui est la sécheresse géotechnique, le fameux retrait-gonflement des argiles. Et le retrait-gonflement des argiles, dans les semaines et les mois qui viennent, nous espérons avoir des réflexions qui nous permettront de faire avancer la prévention, qui est plus individuelle en la matière, en progressant notamment sur les techniques de réparation, de prévention, de construction, et éventuellement sur les incitations qui permettent aux particuliers de faire les travaux en amont ou malheureusement en aval lorsque les maisons sont fissurées. Puis un dernier point sur la prévention, l'enjeu est tellement important qu'aujourd'hui on peut considérer sans prendre trop de risques qu'on pourra avoir de l'argent privé et pas seulement de l'argent public dans ce domaine, tout simplement parce qu'on atteint des niveaux de rentabilité théorique suffisamment élevés pour que, en France, il y ait une filière non seulement, je dirais, tertiaire numérique dans les modélisations, les simulations, les données satellitaires, mais également dans l'industrie un peu plus lourde, classique. Bref, il faut une filière de la réduction du risque industriel en France. Et puis le troisième et dernier point, financement, prévention. Le troisième, c'est, si j'ose dire, la carte et le territoire. Parce que là, il va falloir choisir, ça a été dit par plusieurs intervenants. En gros, pour conserver l'assurabilité et l'assurance sur la quasi-totalité du territoire français, dans l'Hexagone et dans les territoires ultramarins, il va falloir aussi être courageux sur le choix du quasi, c'est-à-dire qu'il y a quelques endroits, aujourd'hui à court terme et dans le futur, qui malheureusement ne pourront plus être ni assurables ni constructibles. Et là, je pense que nous avons le débat politique devant nous dans les mois qui viennent. Très bien. Merci pour cette entrée en matière. Édouard, Pierre, je passe à vous. Quelles améliorations vous identifiez, vous, à apporter encore à ce régime, si tant est qu'il soit possible d'en apporter d'autres ? C'est un régime qui marche très bien, qui a permis d'assurer les périls climatiques dans la durée en France et que quand même pas mal de nos voisins nous envient. Pourtant, il y a quelque chose qui peuvent être améliorés. La première, je pense qu'il y a un enjeu de lisibilité de la détermination des arrêtés CatNat. Souvent, pour les Français, c'est un petit peu surprenant de savoir dans quel cas ils sont indemnisés, dans quel cas ils ne sont pas indemnisés. Donc, il y a sans doute plus de pédagogie à faire et les assureurs, évidemment, peuvent prendre leur part dans cette pédagogie. Le deuxième aspect, c'est de toujours réfléchir à quels périls rentrent dans le régime, quels périls sont couverts. Donc ça, voilà, ça évolue au cours du temps, doucement. Je pense que dans le futur, il y aura peut-être d'autres périls qui deviendront inassurables. Donc il faudra qu'on échange entre l'État, les assureurs privés et la CCR pour savoir si on met des nouveaux périls dans ce régime ou si au contraire on en enlève. C'est peu probable, mais sait-on jamais. Le troisième point, peut-être, c'est d'y introduire plus de responsabilisation. Donc là, aujourd'hui, la modulation des franchises catastrophes naturelles a disparu. Il va falloir qu'on remette de la responsabilité pour faire peser, alors il faudra trouver sur qui, mais pour faire peser sur certains, que ce soit les assurés, que ce soit les collectivités locales, que ce soit d'autres personnes, mais le fait de prendre des responsabilités face au risque et aussi peut-être être plus strict dans l'indemnisation, c'est-à-dire ne pas reconstruire à des endroits dont on sait pertinemment qu'ils vont de nouveau être exposés au péril. Donc ça va entraîner des choix compliqués, comme le disait Édouard, mais il va falloir les poser. Et peut-être un dernier point qui est de réfléchir à étendre ce régime à un niveau européen. On sait que l'assurance marche très bien quand les mutualités sont larges. Aujourd'hui, on assure au niveau français. Dans d'autres pays européens, il y a des systèmes. Dans d'autres, il n'y en a pas. On peut réfléchir à aller plus loin, en tout cas et ce que l'Europe joue un rôle, en tout cas, dans l'absorption des risques de catastrophes naturelles. Pierre, du coup, quel rôle les assureurs aujourd'hui peuvent jouer pour accompagner encore plus leurs assurés dans ce contexte ? Alors déjà, le premier rôle que les assureurs peuvent jouer, c'est de continuer à indemniser les sinistres et à bien le faire, en mobilisant des forces importantes au moment des événements majeurs. Je pense que c'est ce qu'on a fait sur les événements du Nord-Pas-de-Calais, c'est ce qu'on continuera à faire et ce qu'on doit continuer à faire, c'est le rôle qu'on joue aussi dans le régime. La deuxième chose qu'on peut faire, on en a parlé tout à l'heure, c'est la pédagogie. Il faut qu'on continue à éduquer, et qu'on le fasse beaucoup plus même, à éduquer les Français sur les risques auxquels ils sont exposés. On a fait un sondage récemment, beaucoup de gens sont inquiets sur les risques auxquels ils sont exposés, ils en entendent parler. Pour autant, il n'y en a qu'un quart, par exemple, qui ont consulté leur exposition au péril climatique au niveau de leur domicile. Donc, continuer à leur rappeler et à leur rappeler les bons comportements. Et ça enchaîne du coup vers la prévention. Donc, comme le disait Édouard, il faut aussi qu'on aide les gens à faire de la prévention, d'abord en les orientant vers les bonnes solutions. Donc il y a un aspect aussi recherche, essayer de trouver quelles sont les meilleures solutions, parce que c'est quand même
nous qui indemnisons avec la CCR, donc on a aussi intérêt à essayer de réfléchir aux meilleures solutions, les présenter aux Français post-sinistre, mais aussi les présenter en amont du sinistre et les inciter à le faire, avec une partie aussi sans doute qui tournera autour du financement de cette prévention. On collecte les primes, on peut évidemment accompagner le financement de cette prévention pour certains, en partenariat sans doute avec d'autres, parce qu'au regard de la prime d'assurance, on est quand même, en tout cas la prime d'assurance aujourd'hui, on est quand même sur des montants très importants. C'est principalement, je pense, le rôle qu'on peut jouer en tant qu'assureur, éduquer, accompagner la prévention et être là au moment des sinistres. Très bien, c'est très clair. Merci Pierre Weiss. Thierry Langreney, je me tourne vers vous. Dans le cadre de votre mission interministérielle, vous avez analysé le régime CatNat, mais aussi comment fonctionnent les pays voisins. Comment aujourd'hui le mécanisme français arrive-t-il à tirer son épingle du jeu et à être pertinent? Bien, magnifiquement, comme vous le savez. La beauté du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles français, c'est qu'il est à la fois universel et accessible pour les clients. Et vis-à-vis des assureurs, il a également la vertu d'être un partenariat public-privé et avec la possibilité d'établir des vases communicants qui lui assurent son équilibre. Donc pour les particuliers, l'universalité, ça veut dire que tous les périls, dans tous les secteurs géographiques, pour tous les acteurs, sont couverts. C'est une espèce de tout sauf. L'accessibilité, c'est le fait que les primes, même dans les endroits les plus exposés, sont abordables. Et par exemple, dans les DOM, pour ne prendre que cet exemple, la prime technique qui devrait être payée si on était dans un autre environnement, elle est probablement 5, voire plus fois supérieure à ce que paye aujourd'hui un assuré grâce à la mutualisation, à la péréquation du régime CatNat entre la métropole et les DOM. Donc c'est un énorme avantage. Et cette accessibilité permet justement de rendre le régime obligatoire. Parce que si les primes étaient exorbitantes, ce serait juste impossible. Pour le banquier du client, ça veut dire qu'il bénéficie, par ricochet, d'une garantie, d'une sécurité. Et cette sécurité, elle est porteuse de confiance, et donc elle favorise l'investissement. Et donc, en fait, le régime CatNat n'est pas seulement un instrument de résilience, c'est aussi un instrument de confiance au service du développement, ce qui en fait quelque chose d'assez unique. Du point de vue de l'assureur, il y a deux avantages. Le premier, c'est qu'il réalise une économie de fonds propres grâce au confort de la CCR et la garantie de l'État. Et deuxièmement, il bénéficie de ce vase communicant entre les excellents risques et les moins bons risques, qui lui permet d'avoir en permanence la certitude que l'équilibre sera assuré sous réserve d'une tarification adaptée décidée par l'État, naturellement. Si on se projette un peu, quelles sont pour vous les priorités de demain? Alors la priorité d'aujourd'hui, c'était de réaliser l'équilibre global du régime. Et on peut dire que la décision prise fin 2023 réalise à peu près cet équilibre global. Mais, comme le disait Édouard tout à l'heure, nous sommes sur un sujet de pente. Parce que l'inflation climatique, en réalité, elle est multidimensionnelle. Il y a à la fois l'inflation des valeurs assurées, il y a l'inflation des monétaires, financières, il y a l'inflation liée à la mobilité des populations, et il y a une quatrième inflation, c'est le changement climatique, avec plus de fréquence et plus d'intensité des événements, et notamment des événements extrêmes. Donc ces quatre inflations font qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de revalorisation périodique du tarif du régime CatNat, au-delà de la revalorisation des primes qui lui servent d'assiette. Et donc ce que j'appelle un facteur d'inflation climatique supplémentaire à prendre en compte, et effectivement de préférence sous forme de lissage plutôt que sous forme de marche, idéalement. Ça c'est très important, parce que ça conditionne le comportement des assureurs. Si les assureurs sont obligés de vendre un produit à perte, évidemment, ils se protègent. Et là, on commence à avoir des effets non souhaités.
La deuxième évolution qui me paraît importante, pour aller à l'essentiel, c'est effectivement tenir les coûts, maîtriser les coûts. Et maîtriser les coûts, comme vous le disiez, c'est la prévention. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut manifestement renforcer les efforts de prévention en jouant sur 3 tableaux. Le vouloir-faire, le savoir-faire et le pouvoir-faire. Le vouloir-faire, c'est quoi? C'est la sensibilisation. On est dans un régime qui déresponsabilise, parce que vous avez toujours la même prime pour l'ensemble de vos risques, quelle que soit la situation du bien, la situation géographique, etc., etc. Et on a supprimé un élément de responsabilisation sur la franchise liée au PPR. Donc il faut renforcer la motivation de tous les acteurs à investir dans la prévention. Et ça passe par un ensemble de leviers possibles, dont on rediscutera sans doute prochainement. Le deuxième sujet, c'est le savoir-faire. Il y a des techniques qui sont aujourd'hui bien connues, éprouvées, etc., notamment en inondation. Il y a des techniques qui sont assez éprouvées en matière de cyclones, notamment. Il y a des techniques qui sont relativement éprouvées en tremblement de terre. Il y a des investissements à faire dans la recherche et développement sur la sécheresse. Et il y a de superbes initiatives qui sont lancées actuellement et il faut investir probablement pour accélérer les résultats qui sont d'une importance telle, compte tenu que c'est un des premiers périls du régime à l'heure actuelle. Et puis troisièmement, il y a le pouvoir-faire. Le pouvoir-faire, c'est le financement. Et aujourd'hui, on a 2 pôles de financement, théoriquement. On a un pôle de financement de la prévention collective et on a aussi, théoriquement, un budget pour la prévention individuelle, les investissements individuels. C'est en réalité un cheval, une alouette, c'est-à-dire énormément pour la prévention collective. Et c'est très bien, ça aide les collectivités. La partie individuelle est finalement très faible. Or, pour un certain nombre de périls comme les cyclones, la sécheresse et même l'inondation, les investissements individuels sont importants. Donc il faut inventer un dispositif qui permette de financer et d'aider dans le parcours les particuliers, les professionnels également, qui voudraient ou qui devraient investir dans la prévention.